Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Aujourd'hui, nous recevons le garant de la préservation de la mémoire audiovisuelle monégasque, directeur de l'Institut audiovisuel de Monaco, mais pas seulement. Notre invité est un expert du cinéma d'hier et d'aujourd'hui. Nous aborderons avec lui son parcours, sa passion pour le cinéma, son rôle et ses perspectives sur l'avenir de l'audiovisuel à Monaco. Bonjour Vincent Vatrican. Bonjour Geneviève. Moi j'aime bien dire l'avenir de l'audiovisuel et l'avenir de la dimension patrimoniale, parce qu'on a toujours l'impression quand on parle de ça, qu'on parle de choses qui sont figées dans des boîtes, dans des armoires. Et en fait pas du tout. Enfin, en tout cas c'est la vision qu'on est nombreux à partager, mais il me semble que c'est en particulier la tienne. Hein. Ce ne sont pas des boîtes sur des étagères quand même. C'est même la raison pour laquelle je me suis totalement investi dans ce projet. C'est que la mémoire, pour moi, doit être vivante. Si c'est simplement, comme tu le dis, faire des belles boîtes neuves avec des belles étiquettes, des codes barres, qu'on place dans des étagères, dans une chambre forte et froide, sans jamais y retourner, ouais. Pas trop d'intérêt. L'idée, c'est bien au contraire de rendre ce qu'on pense être quelque chose du temps passé éminemment présent. Alors oui, éminemment présent. Moi, avant qu'on parle du contenu, parlons du contenant, parce qu'on parle des boîtes sur les étagères. Aujourd'hui, c'est une réalité. Les archives, ce ne sont plus uniquement des boîtes sur des étagères. Hein. C'est aussi des serveurs dans des salles, parce qu'on dématérialise beaucoup quand même. C'est peut-être le point qui m'a le plus surpris dans ce métier, c'est le nombre de révolutions technologiques, en l'occurrence quasiment 3 en un peu plus de 25 ans, auxquelles on a dû faire face pour aujourd'hui se rendre à une évidence. C'est que l'informatique est partout, y compris dans le cinéma, y compris dans l'archive, qui est pour moi, en tout cas par rapport à ce que j'ai pu étudier, d'abord de l'argentique, de la pellicule, du film, des photogrammes. Oui, parce que quand on parle des boîtes, on a cette image des boîtes métalliques avec les bobines dedans, quoi. C'est ça, donc évidemment les sources d'origine, on les conserve, mais aujourd'hui, comme tu disais, l'archive, c'est des data centers avec des énormes disques durs qui contiennent des pétaoctets et des dizaines de milliers de documents, puisque si on veut donner à l'auditeur une idée de ce que ça représente au bout de 25 ans de travail, c'est pas loin de 500 000 fichiers. Dont d'ailleurs une grosse partie concerne la chaîne locale, Monaco Info. Donc en effet, avec cet aspect un peu vertigineux, c'est-à-dire que qui dit dématérialisation, dit quelque chose d'abstrait. Oui, c'est ça. Même si il faut quand même rassurer l'auditeur, c'est pas si abstrait que ça, puisque nous faisons quand même un retour sur éléments physiques, même si tout est sur serveur également. Donc voilà, c'est le rôle aussi du conservateur de s'assurer que la duplication reste constante pour s'assurer aucun couac, aucune perte. Mais c'est effectivement, à l'heure d'aujourd'hui où l'image est partout, voilà, c'est un flux, c'est un robinet d'images constant qui nous arrive. Est-ce que tu dirais que ça a changé, je ne sais pas, mais influencé notre rapport à l'archive et à la mémoire, parce que on a tous l'expérience d'ouvrir une boîte dans laquelle il y a des vieilles photos ou de trouver un album photo dans une bibliothèque perdue entre les 20 volumes de la Pléiade. Ça aussi, d'ailleurs, c'est pas forcé qu'il y en ait encore beaucoup. Et est-ce que tu dirais que ça a changé notre rapport
à la mémoire, le fait de plus avoir ces objets dans notre quotidien? Il se trouve qu'à l'Institut, on incite beaucoup les gens à nous confier leurs documents, qui peuvent être d'ailleurs parfois leurs documents de famille, et les réactions sont diverses. Il y a aussi bien la personne qui nous prêtera son album de famille, mais qui surtout veut pouvoir le récupérer et continuer à s'endormir tous les soirs en sachant que dans le tiroir de la commode en face, son album de famille y est, alors que peut-être il est en péril parce que mal conservé, etc. Et qui est en train de s'abîmer. Qui est en train de s'abîmer. Et puis les gens qui comprennent tout à fait que la source d'origine doit aussi pouvoir être conservée. Donc j'allais dire, moi je m'adapte aussi à la situation, même si la doxa voudrait évidemment qu'on conserve le matériau d'origine plus que la seule copie. Mais en effet, peut-être que ça va passer de mode, puisque à l'inverse, je dirais pas qu'on en est déjà à décharger les photos de portable, on y viendra. Mais par exemple, pour une époque que nous avons connue tous les deux, les gens nous amènent déjà des VHS ou des mini-DV qui ont été un peu les supports qu'on a connus, qu'on a même peut-être pratiqués. Et sachant que dans cette pratique, on n'est plus dans une pratique réfléchie de l'image. Donc là, du coup, j'ajoute la dimension réflexion sur l'image. Quand on sait qu'on a de la durée, on fait peut-être moins attention au cadrage, à ce qu'on veut filmer, puisqu'on filme dans la durée. Donc quand quelqu'un nous amène 4 heures de VHS de son enfant filmé au Larvoto un bel été des années 80, mine de rien, ça a déjà 40 ans, c'est une archive, indiscutablement, mais faut-il garder les 4 heures de la petite fille qui joue en maillot de bain sur la plage? C'est une question de fond, ça a l'air drôle comme ça. C'est évidemment une mémoire personnelle, donc en tant que telle, il faut évidemment que la personne puisse la récupérer et continuer à la voir et à la partager avec son enfant quand elle grandira. On est très sensible à cet aspect-là, à la dimension de transmission. Mais pour autant, nous, doit-on garder forcément les 4 heures d'image et documenter ces 4 heures d'image? Je n'ai pas nécessairement la réponse aujourd'hui à l'antenne, mais c'est pour dire que avec les technologies, les questionnements se multiplient aussi et on s'adapte aussi à la situation. Voilà. C'est sûr que, alors comme dans tout, la technologie bouleverse les usages, elle bouleverse aussi l'approche qu'on a des choses. Tu parlais de décharger les photos de portable. Est-ce que les gens aujourd'hui, généralement, se rendent compte de la dimension que tous ces documents, parce que forcément le fait de pouvoir faire des photos quand on veut, comme on veut, sans être limité par une longueur de pellicule, par le fait de devoir recharger son appareil, etc. Et surtout d'avoir un objet qui fait plein d'autres choses et que donc on a toujours avec soi, ça démultiplie les témoignages en fait. C'est-à-dire que si on devait compiler le nombre de photos prises par individu aujourd'hui, forcément par rapport à il y a 30 ans, on a explosé le nombre de photos prises par quelqu'un. Ou pas? Je pose la question, mais... Oui, et puis, j'allais dire, est-ce que c'est pas une manière pour les gens de se rassurer? Tout le monde a cette frénésie, enfin tout le monde, j'en connais beaucoup en tout cas, compulsive, de prendre des photos. On a tous fait l'expérience de visiter un musée et de s'apercevoir que le voisin juste à côté de nous ne regarde pas les tableaux, mais les photographies. En tout cas, moi je regarde les tableaux et peut-être en effet qu'en sortant du musée, je regrette de ne pas avoir pris
Telle ou telle photo, ouais. le Rothko qui était là ou le Monet dans une autre pièce. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc je me dis aussi, cette frénésie compulsive de prendre systématiquement des photos, est-ce que réellement tous, autant que nous sommes, on fait derrière le travail nécessaire de tri, de classement, de stockage. On appelle gentiment Monsieur Cloud, qui répond à partir du moment où on lui brandit, on a pris l'abonnement. Ouais. Voilà, on lui brandit un petit billet ou une puce ou une carte bleue. Et puis on se rassure parce qu'on sait que c'est stocké quelque part. Qu'est-ce qu'il en restera dans 10 ans? Alors, je dis ça de manière un petit peu provocante. Non pas parce qu'il ne faut pas le faire, mais on a perdu de la même façon qu'avec les caméras analogiques puis numériques, on a perdu cette réflexion préalable qui consiste à choisir l'objet qu'on filme, à choisir l'objet qu'on photographie, à essayer de l'objet ou la personne d'ailleurs. Ou la personne, bien sûr. Y mettre le recul, l'intention suffisante pour que, effectivement, cette photo, dans le temps, garde du sens. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que toutes les photos que nous avons sur notre portable, hormis le témoignage personnel, nous rassurent sans doute, mais je ne suis pas certain que tout ça devienne réellement de l'archive. C'est ça, donc ce que tu es en train de me dire, c'est que la démultiplication ou la surmultiplication du volume n'est pas forcément en corrélation avec ce qu'on en gardera, quoi. Non, et d'ailleurs ça me renvoie à certains textes d'historiens ou de théoriciens sur l'image et le patrimoine, sur notamment les débuts du cinéma et des pertes massives d'images pour des questions de support qui étaient à l'époque inflammables. Et qui ne se conservaient pas. Qui ne se conservaient pas et qui surtout disparaissaient par autocombustion. Alors évidemment, on le regrette. 3/4 de la filmographie de Mizoguchi a disparu, etc. On a tous en tête cette scène du cinéma Paradiso où il se met à brûler. Absolument. Et voilà, mais de manière justement peut-être provocante à nouveau, il disait, mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas passer au-delà de cette perte et plutôt se concentrer sur ce qu'on a réussi à garder. Donc c'est sûr que rapporté à aujourd'hui, entre les films perdus des années 20 de Mizoguchi et les quelques dizaines de milliers de photographies perdues au fond de je ne sais pas combien de portables, la relation est sans commune mesure. Mais c'est peut-être ça aussi qui nous attend, quand bien même c'est difficile d'anticiper les choses, c'est le devenir ou le non-devenir de ces photos. Je pense que, hormis encore une fois le besoin de se rassurer parce qu'on prend les photos de ses enfants, de ses grands-parents, de sa famille, de l'instant, qu'est-ce qu'il restera de l'instant dans quelques mois? Oui, c'est pour ça que je me demandais si ça avait changé notre rapport à l'archive, ou en tout cas au souvenir, à la mémoire, appelle ça comme tu veux, parce que on a tous, sans s'en rendre compte, un devoir de mémoire, qu'il soit collectif, individuel, enfin en tout cas on a un devoir de mémoire. Et quand tu dis qu'est-ce qu'il en restera, en fait on ne le sait pas vraiment, c'est est-ce que ça a changé ce devoir-là? C'est ça, vraiment. C'est parce que avant, quand tu dis on choisissait, on se disait ça, il faut absolument que ça reste. Tu vois, tu te disais ça, il faut qu'on en garde un souvenir. Ça, il faut qu'on... Alors moi, je parle peut-être influencée par ma profession, mais on se disait ça, c'est l'image qu'il faut qu'on ait. Si on l'a pas eu, qu'on la garde pas, ça sert à rien. Tu vois, est-ce que ça a changé?
Parce que finalement, effectivement, même nous, ici à Monaco Info, nous avons des tonnes et des tonnes, enfin des gigaoctets d'images qui sont peut-être pas indispensables au souvenir. T'as pas cette réponse, hein? J'ai pas la réponse. C'est difficile, hein. Est-ce que quelqu'un a cette réponse? Est-ce que c'est pas le temps qui fera son œuvre? Est-ce que c'est pas... On a l'impression quand même que où qu'on aille, l'image est là. Ah oui. Donc, Ça, c'est une vraie différence. bien sûr. Par rapport, tu parlais d'une époque que nous avons connue, toi et moi, Bien où sûr. nous avions beaucoup moins d'images. Bien quand même, sûr. hein. Et alors, et c'est aussi, si je fais le lien avec le projet et ce qui m'a motivé dans la création d'Archives à Monaco, c'est que j'avais pu faire le constat il y a une trentaine d'années que les médias, les télévisions et avant les actualités venaient à Monaco filmer quoi? Filmer les événements dynastiques, filmer le Grand Prix de Monaco, filmer Monte-Carlo, le casino, voilà. Mais si on voulait avoir des images de Monaco-Ville, des plages, de Fontvieille, avant. avant Fontvieille, en tout cas avant le terre-plein, c'est pas dans les images d'actualité Ou très peu, en tout cas. qu'on allait les trouver. C'est plutôt dans les images amateurs, puisque le cinéma a aussi sa dimension amateur, et parfois amateur éclairé, de gens qui ont filmé Monaco, un Monaco évidemment plus village, un Monaco de la de proximité. Donc effectivement, cette époque-là est totalement révolue. L'image est partout, y compris à Monaco. Donc j'ai pas d'inquiétude sur le fait que le moment que nous vivons, il en restera toujours quelque chose. C'est pour ça que, disons, j'essaye toujours de me dire qu'il y a encore des choses à trouver sur des moments de Monaco d'autrefois, et figure-toi qu'on en trouve encore. Je suis pas étonnée. Puisque, pour donner un petit scoop aux auditeurs, on nous a confié il n'y a pas si longtemps des images des bombardements de Monaco en août 1944, et des images qui ont suivi la libération du 3 septembre. J'imaginais bien que des gens auraient tourné des images à cette époque-là. On connaît un certain nombre de photos, mais en images animées, en film, en 16 mm, je n'en avais jamais vu. Voilà. Donc voilà, et effectivement, pour revenir à cette question du devoir de mémoire, à l'évidence, la personne qui a peut-être pris des risques, en tout cas s'est dit il faut le faire, il le faisait évidemment dans cette optique-là et pour les générations à venir. Ouais. Qu'est-ce qu'on... Tu dis, je pense toujours qu'on peut en trouver, et d'ailleurs j'en ai trouvé. Qu'est-ce qu'on se dit quand on en trouve? C'est une bonne surprise, c'est une satisfaction? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on ressent vraiment? Parce que c'est un peu comme un chercheur, c'est un peu comme quelqu'un qui fait des fouilles, quoi. Sur cet exemple-là, c'est même, comme dit l'autre, les poils qui se dressent sur les bras, parce que voilà, c'est un moment que nos parents et grands-parents ont vécu. En l'occurrence, moi, ma grand-mère travaillait à la poste en haut de l'avenue de Monte-Carlo qui a été bombardée. Donc voilà, on a tous un lien direct ou indirect avec cette époque. Donc il y a déjà trouver des images d'un moment de l'histoire contemporaine, de l'histoire, j'allais dire, toute proche. C'est évidemment quelque chose qui fait de l'effet. Voilà. Après, voilà, le besoin évidemment de partager l'information et de travailler après sur ces images pour essayer de
de bien comprendre ce qu'on y voit, etc. Donc le travail que ça va demander, mais évidemment la satisfaction, c'est-à-dire que on se dit, mais comme à chaque fois, pas là plus qu'une autre fois, on avait raison et il fallait le faire, et la satisfaction de se dire que bientôt ces images seront préservées et font partie du patrimoine monégasque. Quand tu dis on avait raison de le faire, tu dis quoi? Tu dis on avait raison de continuer à chercher ou de continuer à nouer des contacts avec des gens qui potentiellement pouvaient en avoir? Comment on cherche les images? Alors, il y a deux réponses. Continuer de le faire. Il faut peut-être dire que cette structure a été créée en 97. C'est une structure relativement récente si on se compare aux organismes confrères ou consoeurs cinémathèques en France ou à l'étranger. Mais la persuasion a été assez vite comprise par les autorités. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, continuer d'un point de vue de la recherche, c'est ce qui est excitant, c'est ce qui sans doute fait que je me lève tous les matins avec la même envie, la même passion, de se dire que nous travaillons actuellement à une exposition sur les 20 premières années de Télé Monte Carlo, puisque Télé Monte Carlo fête ses 70 ans cette année. Et oui. Déjà. Trouver 20 ans d'archives sur Télé Monte Carlo, ça n'a pas été chose facile. Et il a fallu justement travailler les sources, travailler les gens qui ont fait cette chaîne, les retrouver, leur parler, les convaincre que s'ils ont gardé peut-être quelques photos de leurs parents ou des relations qu'ils ont eues avec des gens qui ont travaillé dans cette chaîne, qui a quand même eu une histoire, une aventure absolument formidable. C'est bien de le faire, donc l'excitation de rencontrer ces personnes qui vont nous confier parfois c'est pour eux un moment de leur vie, un pan de leur vie. Certains, encore une fois, vont prêter, d'autres disent déjà oui, non, mais c'est logique que vous les conserviez puisque vous êtes l'entité qui a été mise en place pour faire ce travail. Donc voilà, l'excitation est toujours là, qui est aussi fonction des projets où on va aller chercher dans telle ou telle direction. C'est sans doute, au bout de 25 ans, l'énorme surprise que j'ai encore de constater qu'il existe toujours des fonds qu'on ne connaît pas. Des petites collections dans des maisons, dans des greniers, dans des hangars. Ça n'arrive pas tous les jours, il ne faut pas non plus tricher là-dessus. Mais voilà, il existe encore des ressources dans certains coins égarés. Et puis surtout, quand on t'écoute, on se rend compte que c'est un métier beaucoup plus humain que ce que les gens auraient tendance à imaginer, enfin tous ceux qui ne sont pas dans ce métier. Voilà, je t'ai dit en démarrant, on a l'image d'étagères avec des boîtes dessus ou de cartons avec des documents dedans, des photos, etc. Et en fait, ce sont des aventures personnelles, individuelles ou familiales qui se transmettent. Parce que toi, évidemment, avant d'avoir en main le fichier ou le document, c'est la relation avec quelqu'un qui s'adresse à toi. Oui, c'est quelque chose qui est pour nous fondamental, c'est de toujours associer les gens, les institutions au travail que nous faisons. Parce qu'effectivement, récupérer une bobine, des cassettes, voir déjà des fichiers ou des photos ou du son, on sait faire, l'expertise est là, le traitement parle ou ne parle pas aux gens, mais ce qu'ils ne mesurent peut-être pas assez, c'est que pour que ces images, pour que ces documents
j'allais dire, nous parlent véritablement, prennent tout leur sens. il faut évidemment que les gens les accompagnent, nous disent les conditions dans lesquelles elles ont été tournées, que là, derrière la caméra, c'est monsieur Pierre Sosso qui tournait, qui s'occupait de l'aéroclub de Monaco. Donc, pourquoi a-t-on des images aériennes en hélicoptère du terre-plein de Fontvieille au tout début de sa construction? Parce que, voilà, monsieur Sosso, parce qu'il y avait un aéroclub, et que ce monsieur a eu la bonne idée d'emmener sa caméra 16 mm un beau jour pour tourner ces prises de vue qui sont absolument exceptionnelles. Mais il faut pouvoir amener cette plus-value. Cette plus-value, c'est souvent les gens qui nous la donnent. Et c'est ça qui est excitant et où la dimension village de Monaco ressort. C'est que voilà, on voit des relations de famille, de travail qui se nouent entre les gens. On va nous dire, mais vous devriez aller contacter un tel, puisqu'à l'époque, son frère travaillait dans la régie de Télé Monte Carlo. Et de fil en aiguille, on arrive comme ça à retrouver des choses, à faire témoigner des gens. On travaille depuis peu également à une mémoire orale de Monaco, en allant interviewer des gens. Là aussi, c'est de la mémoire orale, c'est pas destiné nécessairement à en faire... on n'en fera pas des manuels d'histoire. Absolument, ça, mais recueillir le témoignage de quelqu'un participe aussi à cette volonté de faire histoire. Tout ça, mis bout à bout, tu m'as parlé de photos, de sons, de vidéos, de cassettes, etc. Il me semble que il y a aussi les affiches. Oui, il y a des affiches. Parce qu'on n'y pense pas souvent aux affiches, mais qui sont des grands témoins à la fois des événements, à la fois des époques, à la fois des styles, à la fois des... Absolument. Alors, nous, les affiches, on est sur un domaine très particulier, puisqu'on est sur l'affiche de cinéma, essentiellement, puisqu'après, j'allais dire, les affiches publicitaires de Monaco, et Dieu sait qu'il y en a eu. Voilà, c'est le fonds patrimonial qui s'en occupe. Nous, c'est vraiment les affiches de cinéma, des films qui ont été tournés en partie à Monaco. Les affiches, évidemment, d'une actrice que tout le monde connaît qui s'appelle Grace Kelly. Et puis depuis peu on s'intéresse, et je l'ai découvert d'ailleurs en travaillant la chose, qui ont été édités par l'imprimerie de Monte Carlo, oui, c'est ça aussi. qui a eu pendant une trentaine d'années l'activité d'imprimer des affiches de cinéma. Donc on est pas seulement de films en rapport avec Monaco, de cinéma globalement. On a une affiche d'une ressortie de la Bandera de Duvivier, rien à voir avec Monaco, mais c'est une impression imprimée de Monte Carlo. Donc déjà c'est essayer puisque malheureusement quasiment rien n'a été conservé de l'imprimerie de Monte Carlo, c'est reconstituer idéalement les affiches, la collection, même si on n'a pas de listing, de tout ce qu'elle a pu éditer à l'époque. Pour les affiches de cinéma, effectivement, on est sur une niche, les films Monaco, environ quand même 220 aujourd'hui. Ouais, c'est la question que j'allais te poser. Combien de films à Monaco ou qui ont pris pour scène Monaco à un moment donné ? Alors aujourd'hui, le travail qu'on effectue avec mon équipe donne environ 220 titres. 220 y compris titres, contemporains. Y compris contemporains. Jusqu'à aujourd'hui, exclusion faite des téléfilms et aujourd'hui des séries. Ou des documentaires de télévision, parce que là, si on rajoute... là, c'est beaucoup plus. Là, c'est beaucoup plus. Mais vraiment, les films sortis au cinéma, sachant que le plus ancien en termes de fiction, ça doit être 1905, et le plus récent, 2023, à ma connaissance, il n'y en a pas en 24.
Pas encore. Pas encore. Donc pour chacun de ces films, on essaye de trouver la fiche de sortie d'origine, mais aussi éventuellement les modèles imprimés dans les autres pays pour la sortie belge, espagnole, italienne. On le dit pas assez souvent, mais chaque promotion est identitaire, c'est-à-dire que c'est pas forcément la même affiche qu'on va voir à Paris qu'on verra à Bruxelles, enfin Paris-Bruxelles peut-être, mais Paris-New York peut-être pas. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, oui. On le sait, la création, les illustrateurs aujourd'hui sont beaucoup moins nombreux qu'à l'époque, mais dans les, j'allais dire, grandes années, des années 40 aux années 60, un modèle japonais n'avait rien à voir avec un modèle mexicain, français ou italien. Donc il y avait une véritable création, il y avait une façon aussi de fabriquer l'affiche qui est différente d'aujourd'hui, où j'allais dire, c'est d'abord un élément promotionnel. À l'époque, certes, c'était de la promotion, mais il y avait une dimension artistique qui existe beaucoup moins aujourd'hui. Donc ces affiches, pour y revenir, ont une vraie valeur esthétique, picturale, et ça nous semble important de pouvoir aussi en conserver un modèle à l'Institut. Parce que là, on ne l'a pas encore dit, mais la passion, enfin, on a parlé d'archives, et ça, Dieu sait que c'est une première passion, mais le cinéma, c'est une passion aussi pour Vincent Van Tréquant. Hein. Oui, elle est lointaine. Ça semble résumer un peu les choses quand je dis ça, puisque je sais, j'ai lu quelque part que ton papa animait un ciné-club dans les années 60. Donc je pense que ça ne sort pas de nulle part non plus. Oui, ça ne sort pas de nulle part. Mes parents ont été très certainement moteurs, inspirateurs. Ils t'ont fait découvrir quoi qu'il en soit. Déclencheurs de passion. Ils m'ont fait découvrir d'abord par les moyens qu'on avait à l'époque de voir le cinéma. Encore une fois, c'est la télévision. Donc première terminale, peut-être un peu avant. Je n'échappais pas, mais il ne me forçait pas non plus, au cinéma de minuit de Patrick Brion, quelquefois à la dernière séance de notre ami Eddie Mitchell, premier film au et deuxième de l'écran film. d'Armand Jameau peut-être. Oui, quand il pouvait y avoir un film oui, tout à fait, de Jean-Pierre Melville sur la Résistance. On était tous les trois devant l'écran, et puis évidemment le ciné-club de Claude Jean-Philippe, dont le lancement évidemment avait lieu à la toute fin d'Apostrophe. Donc c'est évidemment pour moi des souvenirs, et comme dit l'autre, j'ai bouffé du film. Donc je me souviens des 12 vendredis successifs de films de Howard Hawks, comme mon premier Mizoguchi, etc., etc. Donc c'est se faire une culture cinématographique qui a été véritablement accompagnée par mes parents, et qui m'ont donné effectivement le goût du cinéma, donc qui ne m'a jamais lâché, même si j'ai commencé par faire des études d'histoire à Nice avant de bifurquer vers des études de cinéma à Paris. Donc oui, je suis entré en religion grâce à eux. Moi, ma religion, c'est le cinéma. Ta religion, c'est le cinéma. Ouais, vraiment. Ça veut dire quoi aujourd'hui ? Quelle part représente le cinéma dans ta vie, alors professionnelle, on s'en doute, mais personnelle notamment ? C'est-à-dire que tu bouffes encore du film aujourd'hui ou pas ? Alors, j'ai un rapport. Je reprends ton expression. Moi, oui, j'ai un rapport, hélas, un peu différent aujourd'hui. Je vais essayer d'expliciter la chose. Quand j'étais dans le cinéma à Paris, je voyais 3 films par jour. Ouais. Ah là, je pense que ça non.
C'est plus possible, ça. Je voyais 3 films par jour, dont d'ailleurs que je devais d'ailleurs chroniquer ensuite, puisque j'ai été critique de cinéma. C'est bon, évidemment une discipline, mais là aussi ça ouvre les yeux sur le monde. Enfin, c'est bateau de dire ça, mais ça donne une compréhension, une vision du monde. Ça forge un caractère, des convictions, voire des opinions. Voilà. Aujourd'hui, c'est différent pour une raison simple, c'est que le cinéma à Monaco n'existe pas. Presque pas. Je veux bien lâcher le presque. Enfin, en tout cas, ce que moi j'appelle du cinéma, il n'y en a pas. Attention, hein, je suis le premier consommateur de Mission Impossible. Aussi. Mais voilà, Mission Impossible, c'est pas Cocorico. Enfin, pour citer un film sans doute inepte qui vient de sortir sur les écrans. Donc, évidemment, j'ai un rapport différent puisque je vais beaucoup moins au cinéma et pour le dire clairement, ça me pèse. J'y vais là où il existe, un peu à Beaulieu, qui est une petite salle à l'ancienne de quartier, qui a une programmation diverse mais intelligente, où on peut voir le dernier film de Todd Haynes, May December, que je recommande à tout le monde, mais qui peut avoir aussi des films plus locomotives, voilà, plus commerciaux, ce qui ne me dérange pas, mais une programmation où on puisse voir réellement un film japonais, un film français, un film indien, etc. Ça n'existe plus depuis longtemps. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai lancé en 2004 les Mardis du cinéma. On y reviendra peut-être. Donc, en effet, aujourd'hui, ma manière de consommer le cinéma est différente. Je reviens à la télévision, comme au départ, alors que pendant 10 ans à Paris, j'ai dû écumer absolument toutes les salles de Paris. C'est plus le cas. Tu avais un drôle de jardin, là. C'est sûr. Parce que, Vincent, pardon si je te coupe, mais il y a quand même une réalité économique. C'est-à-dire que quand tu dis il n'y en a pas, où il n'y a plus d'endroits, où il y a autant de programmation, alors moi j'allais dire diverses, ou en tout cas ouvertes, qui dépassent celles des distributeurs, hein, qui fournissent des copies de films dont on sait qu'ils vont faire X entrées parce qu'ils sont dans une industrie. Il y a aussi une réalité économique. C'est comment tu expliques que le cinéma a perdu son audience ? Parce que c'est toujours aussi passionnant. Aller voir un film, même aujourd'hui quand on n'en voit qu'un de temps en temps, ça fait toujours le même effet. Ça fait toujours cet effet d'être dans un autre monde, d'embrasser une autre vie, d'être quelqu'un d'autre. Ça fait toujours cet effet-là, quoi. Oui, alors le cinéma a perdu son audience, c'est peut-être global, je vais dire. C'est peut-être un peu direct, oui. Mais parce que on disait déjà ça il y a de nombreuses années, lorsque la télévision a réellement supplanté le cinéma. Le cinéma s'en relèvera pas. Sans doute, il s'est réinventé un peu. Il s'est adapté parce que la télévision est quand même un des principaux financeurs du cinéma. Après, évidemment, c'est une réalité économique, mais voilà, Anatomie d'une chute, on ne peut pas dire que c'est un échec. Non, quand je dis le cinéma a perdu son audience, je dis le cinéma a perdu sa fréquentation. Ça n'empêche qu'il y a toujours, on va toujours au cinéma. Enfin, moi, récemment, j'ai été voir One Life, la salle était pleine. One Life, c'est le film avec Anthony Hopkins. C'est pas à toi que je le dis, c'est plutôt à ceux qui nous écoutent. Mais la salle était pleine, tout le monde a été ému. Enfin, le film a fait l'effet
qu'on s'attend. Enfin, moi, je te citais Cinéma Paradiso tout à l'heure, parce que j'ai des scènes de Cinéma Paradiso où on voit ceux qui regardent le film avoir des réactions, rire, pleurer, parler, s'intéresser, dormir. Voilà, le cinéma, c'est ça aussi. Hein. Oui, mais j'ai vu des films de Clint Eastwood à Monaco, dans des salles pleines. Million Dollar Baby pour pas le citer, et où les gens sont sortis en pleurant, si tant est que ce soit possible de sortir sans pleurer, puisque voilà, c'est un film quand même un peu lourd, et voilà. Donc la communion du cinéma pour moi existe toujours. Il faut lui donner la chance de pouvoir s'exprimer. Donc moi, je n'ai jamais été partisan de jouer un cinéma contre l'autre. J'ai écrit sur des blockbusters, comme j'ai écrit sur des films de Jean-Marie Straub et Daniel Huillier. Donc, c'est donner l'envie et essayer de faire preuve de discernement dans, sans doute, ça je l'accorde, le trop plein de films. Ouais. Trop de films sont produits aujourd'hui en France. Et pour certains, on sait même, dès le montage du film et parfois à l'avance sur recette, qu'ils vont dans le mur. Donc, c'est une réflexion qu'il faudrait mener, et qui est une réflexion aussi économique. Mais me dire que mon pays, Monaco, ne donne pas la chance au cinéma de pouvoir s'exprimer, dans la mesure de ses moyens. Il ne s'agit pas de tout programmer, mais de se dire, je ne sais pas, Anatomie d'une chute, le film est quand même peut-être le film français le plus primé depuis 30 ou 40 ans, il n'est pas passé à Monaco. Alors, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave, etc. Mais je me dis, c'est quand même dommage que la réflexion ne se pose qu'en termes de dessin animé, Marvel et cinéma popcorn. Je pense à Monaco, qui pour moi est la patrie des arts. Il y a moyen de donner sa chance au cinéma, de s'exprimer autrement. C'est ça l'idée. Mais pas exclusivement. Voilà, c'est ça l'idée des Mardis du cinéma. Alors comment tu fais ta programmation ? Parce que faire la programmation d'une saison, parce que les Mardis du cinéma, c'est une saison, hein. Faire la programmation d'une saison, ça se conçoit comment ? C'est un puzzle qui est fait sur une idée directrice. Comment ça marche ? Alors, c'est en effet une forme de puzzle, puisqu'il faut avoir l'idée d'un motif, et puis, en effet, arriver à réunir les pièces qui vont à la fin donner ce motif. Avec une contrainte majeure, et on revient peut-être à la discussion, à l'échange précédent, c'est que nous n'avons pas de salle de cinéma. Donc nous programmons des lieux qui nous sont mis à disposition. On va commencer par le Théâtre des Variétés, qui est un outil culturel que l'État met à disposition des associations culturelles, et on en profite, et c'est formidable. Et c'est bien, mais il est partagé par d'autres, et c'est tout à fait naturel. Et puis, et ça a été une évolution des Mardis du cinéma, des collaborations qu'on a nouées avec les autres entités culturelles, avec les ballets, avec la Fondation Prince-Pierre, avec le Théâtre Princesse Grasse, avec le Nouveau Musée. L'idée à chaque fois de montrer un film qui est en lien avec le théâtre, en lien avec la danse, avec la musique, des ciné-concerts qu'on organise avec l'orchestre depuis une quinzaine d'années. Donc en revanche, ce qui n'est pas collaboration avec les autres entités, qui est réellement thématique, on choisit avec mon confrère Jacques Kermabon, avec qui je développe cette programmation depuis 20 ans, une idée, un thème, et chacun travaille dans son coin, propose une liste, avec évidemment l'objectif
qu'à l'arrivée, chacun présente une liste suffisamment diverse. Parce qu'évidemment, si là je lance un thème, tu vas me trouver assez rapidement des films français, des films américains. C'est plus compliqué si on veut se dire, ah bah tiens, un film d'Amérique du Sud, un film russe, un film japonais, italien. Un film italien. Donc on sait que dans notre composition, il faut, que un maximum de pays soient représentés, mais quand je dis un maximum, nous, notre thématique, c'est 15-16 films. Hein. C'est pas beaucoup sur 9 mois. Non. Ça fait 2 par mois, grosso modo. Donc, ça veut dire en effet qu'il y a des, il y a des heureux et il y a des déçus. Et puis que ce soit représentatif d'une histoire du cinéma et que toutes les périodes soient illustrées, du muet jusqu'à des films très récents, comme par exemple la thématique de cette année. On va passer le Douleur et gloire d'Almodovar, qui est son avant-dernier film. Donc, pas de contrainte en termes d'ancienneté de film, mais il faut essayer de montrer aux spectateurs des courants de cinéma différents, des nationalités différentes, des genres différents. Donc c'est vrai qu'on ne s'interdit pas western, film fantastique, comédie, on veut film d'animation. L'optique, c'est d'avoir quelque chose de divers. Donc une fois que chacun a planché, c'est pas 4 heures, je ramasse la copie, on se laisse un peu de temps, on confronte nos listes. Alors ce qui est amusant, c'est que très souvent, on a quand même 4 ou 5 films en commun. Vous avez des films en commun, c'était ça ma question. Alors qu'on ne se concerte absolument pas. C'est drôle ça. Parce que, j'imagine que la librairie, moi j'appelle ça une librairie, pardon si c'est pas le bon mot, mais la librairie dans laquelle vous pouvez puiser vos inspirations de films à programmer, elle est alors pas infinie, mais elle est quand même très très fournie, quoi. C'est peut-être en effet qu'on a vu tous les deux beaucoup de films. Alors on a peut-être aussi cette capacité à assez vite faire le tri. Quand je dis faire le tri, et pour revenir au nombre astronomique de films que je voyais dans ma période parisienne, j'ai la prétention de dire que au bout d'un quart d'heure, je sais si ça sera un bon ou un mauvais film. Ouais. Et donc, la capacité d'oublier assez vite un mauvais film. Mais, pour dire tout de suite quelque chose de plus nuancé, un mauvais film peut contenir une scène extraordinaire. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est vrai que dans une saison qui va comporter 15 ou 16 films, on va évidemment plutôt choisir des films coup de cœur, des films qu'on veut partager. On n'ira pas chercher le film où il n'y avait qu'une scène formidable. Donc c'est vrai que c'est notre cinémathèque idéale est quand même très écrémée. Donc évidemment, quand on fait les sortilèges du temps, puisque c'est le thème de la saison d'aujourd'hui, et que c'est un des films que nous avons en commun de chevet, Lettre d'une inconnue, est sorti communément dans nos 2 listes. Voilà. Donc le croisement de ces listes donne lieu à des échanges qui peuvent être parfois assez vifs, parce que chacun défend son beefsteak, son précaré. Alors, mais si tu prends l'italien, je prends le c'est normal, mais il faut, à l'arrivée en tout cas, proposer 15 ou 16 films très différents, d'approches différentes, ce que je disais précédemment. Je crois qu'on y arrive. Et effectivement, il y a parfois des films pointus et parfois des films moins pointus, mais je dirais, mon rôle, moi, c'est de montrer tout l'art du cinéma, mais le cinéma comme un art. Pas nécessairement
le cinéma comme uniquement un divertissement. Je ne suis pas contre le cinéma de divertissement, encore une fois, mais il existe, il a ses lieux, ils n'ont pas besoin de moi pour exister. Voilà. Il y a d'autres films qui ont besoin d'être accompagnés, d'être présentés, et c'est le rôle qu'on se destine. Donc là, c'est encore un objectif de transmission. Tu parlais de ton compère Jacques Mabon. Jacques Mabon. Il y a un autre compère qui t'accompagne dans les nombreux projets. C'est Thomas Fouilleron, avec lequel vous renouvelez l'exercice assez régulièrement de faire des ciné-conférences. C'est encore une autre façon de faire vivre le film ou le cinéma ou la thématique qu'on détaille. Est-ce que le fait de concevoir des ciné-conférences, est-ce que ça ouvre encore une autre perspective à ce qu'on veut transmettre? Parce que quand on conçoit une ciné-conférence, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à expliquer ce qu'on va voir? On cherche à aller plus loin que ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Vraiment. Alors, c'est un exercice à la fois acrobatique, homéopathique. Tu vois que j'étais pas loin quand même. Hein. Pas loin du tout. L'optique, c'est de choisir un sujet et d'essayer de l'envisager, d'en faire le tour. D'en faire le tour, oui. Ce qui peut paraître d'ailleurs un peu prétentieux. En tout cas, d'en faire le tour par rapport aux sources d'archives que nous avons ou que nous allons chercher. Donc, ça veut dire que parfois, il y a des aspects qui ne sont pas envisagés ou bien des aspects qu'on veut mettre plus en avant parce qu'on est certain là de faire découvrir quelque chose aux gens. Ouais. Si c'est pour raconter une histoire qui a été maintes fois écrite, rabâchée, rebattue, etc., ça nous intéresse pas trop d'être dans la redite. En revanche, de pouvoir explorer différemment à la lumière d'une source nouvelle, par exemple, c'est évidemment quelque chose qui nous passionne. C'est un exercice auquel on se livre depuis 2014, si j'ai bonne mémoire, qui est évidemment extrêmement énergivore, donc on ne tient pas nécessairement une ciné-conférence par an, parce que c'est une grosse production, parce que ça demande l'investissement de nos deux équipes réunies, et c'est d'ailleurs un motif de satisfaction infinie de voir la mobilisation des équipes, parce que c'est là qu'on voit à la fois la puissance de l'archive et sa capacité à réunir. C'est comment une source peut être croisée avec une autre source qui est travaillée par une autre personne, laquelle va dire « Ah, mais là j'ai un élément qui me manque, ah oui, mais alors on va aller chercher dans les revues de presse, qui va nous amener justement à donner un éclairage nouveau au document. » Donc c'est ce travail-là, ça nous permet d'exhumer des documents d'archives et l'excitation d'avoir quelque part quelque chose à révéler, évidemment, pour donner un peu de piquant à l'exercice. Évidemment, c'est de pouvoir, in fine, au-delà du sujet traité, de pouvoir faire découvrir des choses nouvelles aux gens, au-delà de ce qu'ils peuvent déjà connaître. Ah, c'est tout un programme, parce que, alors c'est pas exactement une ciné-conférence, mais là se prépare un événement qui va marquer le printemps, hein. C'est cette journée autour de Marcel Pagnol, hommage autour de Marcel Pagnol à Monaco, qui est aussi un aspect que certains vont sûrement découvrir, parce qu'on sait
que Marcel Pagnol avait un lien avec Monaco, mais lequel? Je ne suis pas sûre que tout le monde le connaisse. Oui, et puis, alors je ne vais pas faire la conférence avant la conférence, mais je vais même avouer une chose, puisqu'on est en plein dans la préparation et que pas plus tard que ce matin on y travaillait encore, on a sans doute nous-mêmes découvert des choses qu'on ne soupçonnait pas. Donc Pagnol le monégasque, puisqu'on l'a baptisé comme ça, certes, Pagnol a habité à Monaco. Pour les gens d'ici, tout le monde se souvient qu'il a habité une célèbre villa au début du boulevard des Moulins qui s'appelait la Lestra, qui n'existe plus en tant que villa, mais il y a aujourd'hui un nouveau bâtiment qui a d'ailleurs repris le nom de la Lestra. Il y a vécu de 51 à 54. Mais Pagnol était bien avant déjà un ami de Monaco. Un ami de Monaco. Il y a habité dès 1943 au boulevard d'Italie, était un proche du prince régnier. J'ose même dire un confident, puisque une correspondance nourrie existe entre le prince et Marcel Pagnol. Je parlais des croisements de sources. Évidemment, dans les archives du palais, nous avons les lettres reçues par le prince régnier de Marcel Pagnol, de la plume de Marcel Pagnol. Pour trouver les lettres originales, eh bien, on est allé consulter les archives Pagnol à Allo, où on a découvert toute une partie de la correspondance qui permet de faire l'écho. Donc, par exemple, la lettre venant du prince Pierre de Monaco indiquant à Marcel Pagnol qu'il va créer un prix littéraire à Monaco. On est à l'automne 1950 et qu'il souhaite qu'il fasse partie du collège des membres. Donc un ami de la famille princière, on va évidemment relater cet aspect-là, à la fois, je disais, par la correspondance, mais par l'image. Pagnol est présent aux cérémonies du mariage de 56. Il n'est pas évidemment filmé dans ce que nous connaissons comme image, mais en consultant les sources, on a trouvé une ou deux photos où on le voit, d'ailleurs en habit d'académicien, puisqu'il est académicien depuis peu. Donc c'est cette histoire-là qu'on va raconter, et puis au-delà du monégasque qui quitte Monaco précipitamment au décès malheureux de sa petite fille Estelle, il reviendra régulièrement, à la fois pour le conseil littéraire, n'oublions pas pour le festival de télé. On savait qu'il était président du premier festival, mais on a découvert qu'il était chaque année jusqu'en 69. Donc ça veut dire qu'il a continué à avoir ses habitudes à Monaco. N'oublions pas non plus que la plupart de ses ouvrages ont été réédités à Monaco, aux éditions Pastorelli, parfois en édition définitive. Voilà, Pastorelli, nous monégasques de notre génération, ça nous parle. Les éditions Pastorelli, avenue Saint-Laurent, j'ai encore en mémoire la petite boutique, qui a disparu aujourd'hui. Mais donc, cet attachement à Monaco comme lieu d'édition, d'écriture. Il a écrit à Monaco, ça aussi, je l'ai découvert, un projet de film qui malheureusement ne s'est pas tourné et dont on va faire dire à des comédiens quelques passages, un film dont l'action se passe en grande partie à Monaco, pour lesquels il avait démarché la Société des Bains de Mer pour obtenir un lieu qu'il pourrait reconfigurer comme studio. Il avait à Monaco, quand il s'y est installé, l'ambition
que ce lieu, la Lestra, deviendrait un lieu de production littéraire, de production cinématographique. Donc voilà, cet attachement pour nous est effectivement majeur et je pense insoupçonné pour la plupart des gens d'ici. Est-ce que les gens d'ici savent aussi qu'il aimait le sport ? Il aimait le sport. Il n'est pas le seul d'ailleurs, hein. Il me semble que Vincent Matrican aussi aime le sport. Il aimait le sport, il aimait beaucoup le foot. Le foot, puisque il était à l'origine. Hein, C'est ça, on a découvert dans les archives sa carte de membre fondateur en 1948 pour la professionnalisation de l'ASM. Ouais. Donc oui, j'aime beaucoup le sport. Le sport que tu regardes abondamment, hein. T'es un consommateur de sport. Que j'ai pratiqué quand même, peut-être moins aujourd'hui, même si j'essaye de... Lequel ? Qu'est-ce que t'as joué à quoi ? J'ai été tennis. Ouais, tennis. Très peu football. Tennis, j'en fais encore un petit peu, mais voilà, le corps vieillit. Chère Geneviève. Bon, donc je fais des footings le matin pour essayer de m'entretenir, sinon beaucoup à la télé, le tennis. Le basket maintenant. Hein. Et un peu aussi. Le basket. Alors le tennis, j'ai eu une idole, j'ai eu deux idoles. Ivan Lendl, figure-toi, dont j'étais inconditionnel malgré son mauvais caractère et la haine que la presse lui vouait. Il n'était pas très très prolixe quand même. Hein. C'est sûr. C'était pas le plus grand communicant. Voilà. C'était pas le plus grand communicant du monde. Hein. Et puis Roger Federer que j'ai adoré au point de suivre quasiment tous les grands chelem jusqu'à sa retraite, y compris ses campagnes américaines ou australiennes à des heures pas possibles. Donc la nuit. La nuit. Absolument. Alors la nuit, mais j'ai été à une période quelqu'un de la nuit, non pas parce que j'allais au bain-douche à Paris, hein, mais pour l'écriture. J'écris plutôt la nuit. Donc ça m'allait bien de me dire tiens, jusqu'à 3h du matin j'écris l'édito et puis à 3h du matin quand le direct commence je m'installe avec un petit café, voilà. Donc j'ai beaucoup mais là aussi on vieillit, que veux-tu, et puis Roger Federer ne fait plus partie, Roger n'est plus sur le circuit, n'est plus sur le circuit, mais j'ai une passion pour ce sport, voilà, que je continue à voir. Pour le sport en général, j'aime beaucoup le foot, même si très honnêtement la Ligue 1 depuis quelques années c'est plus que c'était. Est quand même médiocre, et que on se demande en regardant le championnat anglais si c'est pas un sport différent. Et puis en effet le basket, ça c'est pour moi une très heureuse surprise, même si, mais alors ça remonte à longtemps. J'avais un proche ami qui faisait du basket de haut niveau, mais bon, qui était très jeune, qui avait mon âge, et qui était donc remplaçant, mais vraiment quelquefois pour l'équipe 1. Donc on allait le voir, il y avait moins de monde qu'aujourd'hui. Et effectivement, on m'a beaucoup dit non, mais laisse tomber le foot, viens voir le basket. Et je m'y suis laissé entraîner par un ami qui a son abonnement depuis quelques années. Et c'est vrai que c'est absolument magique à plein de niveaux. Le basket, c'est une question d'ambiance en fait, au départ. Hein. Oui, ambiance, mais alors pour quelqu'un qui aime le sport, je mets à part le contexte, l'ambiance, le speaker, etc., mais l'engagement. L'engagement, ouais. C'est hallucinant. Ouais. En tribune comme en bord de piste, puisque j'ai fait les deux, c'est pas du chiquet. Je veux dire, voilà. Ça, c'est sûr. On a du mal parfois, parce que c'est pour ça que je voulais te poser cette question-là. C'est-à-dire que la différence entre le sport à la télé et le sport en réalité, c'est-à-dire sur site,
c'est cette sensation qu'on a, on voit plus de rapidité, on voit plus de choc, on voit plus d'intensité, on voit plus de difficultés. Il y a quand même... C'est à la fois la magie de la télévision d'arriver aujourd'hui, enfin depuis quelques années quand même, à retransmettre fidèlement, croit-on, de capter le match et de ne rien en rater, et le fait que quand on est présent, ça n'a plus rien à voir. On voit des choses qu'on ne voit pas à la télé. Et c'est valable pour le tennis. Oui. J'ai été juge de ligne 2 éditions du tournoi il y a très longtemps. Quand même. Noah jouait encore, je crois. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et en plus, par rapport à l'époque que j'ai connue et l'époque d'aujourd'hui, en vitesse de balle, je pense qu'ils ont pris 25%. Donc c'est pas du tout, on n'a pas du tout la même appréhension du jeu, de l'engagement, et on réalise à quel point, parce que la télévision, j'allais dire, a cette capacité aussi à adoucir. Donc on se dit, non mais là, le passing, moi, j'y arrive aussi. J'y arrive aussi, ouais. Non, c'est pas possible. Et alors, pour ce qui est du basket, parce que là, c'est le sport collectif, c'est aussi sur un terrain, moi qui suis au départ plutôt amateur de foot, un terrain évidemment beaucoup plus contraint, certes l'équipe aussi, mais le stop and go permanent de ces joueurs qui montent, qui descendent, enfin là il n'y a pas celui qui reste devant, et comme au foot, voilà. La dimension collective est là, certes les individualités aussi, mais tout ça dans un temps et dans des distances extrêmement ramassées. Et c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Bah écoute, c'est bien. Moi, je trouve que tu parles de basket bien mieux que des connaisseurs du basket. Hein. Ça, bon, je vais me faire des amis. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant ? Alors on a parlé de certains projets, il y en a beaucoup d'autres, on pourrait passer beaucoup de temps à parler de tout ça, parce que tu es quand même un homme extrêmement actif, avec un planning très chargé. D'ailleurs on se demande, parce que tu es quand même marié, 2 enfants, donc on se demande comment tu as réussi à tout faire, parce que le sport, le cinéma, les archives, les conférences, la famille... on se dit bon. J'ai changé le calendrier en fait, moi. C'est une semaine de 8 jours. C'est ça. Les enfants, ils sont grands. Ils ont été petits quand même. Hein. Comment ? Ils ont été petits à une époque où tu étais tout aussi actif qu'aujourd'hui. Hein. Peut-être moins. Un peu moins. Peut-être moins. Alors, on pourrait dire sans psychologie au rabais que puisqu'ils sont pas là, t'as plus de temps. Voilà, j'ai un manque, donc. Oui, enfin, je crois avoir toujours été très actif. Ma foi, j'espère avoir réussi à combiner la vie de famille et la vie professionnelle. Mais c'est vrai que depuis que ils sont grands et mènent leur vie. Voilà, j'ai des projets que je voudrais conduire à bien dans cette vie. Je me donne à fond pour cette structure que j'ai fondée et que je veux porter le plus haut possible. Pourquoi ? Parce que c'est aussi l'image de Monaco. Pour moi que je veux valoriser, que je veux faire. Petite anecdote, on a reçu il y a quelque temps une association d'archives qui travaille comme nous dans le cinéma, dans le film amateur, qui venait d'un peu partout en Europe.
ils ont été très impressionnés parce qu'on a pu leur montrer de nos activités. Donc c'est des moments aussi où on se dit, on est sur la bonne voie, on est dans le vrai, sans avoir non plus, on n'a pas inventé quelque chose de nouveau, mais simplement, je pense qu'on l'a fait à la bonne dimension de notre pays et qu'on peut être aussi un levier important pour ce rayonnement, mais d'autres projets, parce que sans doute c'est ma raison de vivre et qu'on a dans le on, effectivement, je mets mon complice Thomas Fouilleron, on a envie de montrer ce qu'on a dans nos collections, donc des projets, on en a un certain nombre. Par rapport au cinéma, c'est vrai que j'aimerais bien que enfin l'Institut puisse avoir une salle de projection qu'on puisse programmer au quotidien, ce qui nous permettrait aussi d'ailleurs de renouer avec une tradition, puisque dans les années 40-50, il y avait des avant-premières de cinéma à Monaco, figure-toi. Ah bah tiens. Quelquefois au tir au pigeon même, jadis, sur ce terre-plein vue sur mer. Le promontoire. Le promontoire, ce qui est tout à fait impossible à envisager aujourd'hui, puisqu'on doit programmer cette salle du Théâtre des Variétés des mois à l'avance, être un peu plus en phase avec l'actualité étant pour nous aussi l'actualité des restaurations de films. On essaye de présenter de temps à autre, on l'a fait dernièrement sur un film de Cocteau, mais à mon goût pas assez, alors que on a des partenariats avec des cinémathèques étrangères. Donc là aussi, c'est faire rayonner Monaco que de participer à ce concert international. On est membre depuis une dizaine d'années de la Fédération internationale des archives du film, qui est, j'allais dire, la structure mère qui regroupe toutes les cinémathèques du monde entier. C'est pour nous une énorme satisfaction d'en faire partie. Mais c'est vrai que la dimension projection est un peu à la traîne et mériterait, à mon sens, d'être développée. Et le seul moyen, à mon avis, d'être développé, c'est d'avoir une salle, évidemment, de capacité tout à fait raisonnable. S'il faut faire un événement, on le fait au Grimaldi Forum ou à Garnier, ça nous arrive de le faire, mais pour des séances quotidiennes, une salle de 150-200 places, c'est pas non plus totalement hors de propos. Donc, s'il fallait mettre un projet devant les autres, c'est sans doute celui-là, même si ça peut prendre un peu de temps, mais pas trop non plus. Écoute, Vincent, merci en tout cas. Merci d'avoir beaucoup, partagé. Geneviève. Merci d'avoir pris le temps. Et puis, on se donne rendez-vous après l'aboutissement de tous ces projets-là, et on parlera des autres. Demain alors, j'espère. Merci Vincent. Merci Geneviève.